Candidat ou non à la présidence pour un deuxième septennat, M. Mitterrand annonce officiellement aujourd'hui qu'il prendra sa décision avant dimanche prochain. Israël, pour la première fois depuis le début des manifestations palestiniennes en décembre dernier, un soldat israélien tué par balle. Aujourd'hui, 20 mars, c'est le jour officiel du printemps et ce changement de saison a des conséquences réelles sur notre comportement et notre santé. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Quid de la candidature de François Mitterrand à un deuxième septennat? Ce soir, on n'en sait pas plus officiellement, mais on connaît la date, les dates plus exactement, entre lesquelles le président va se décider et faire connaître sa décision aux Français. Il l'a annoncé dans un message enregistré pour les militants socialistes réunis aujourd'hui au Bourget, près de Paris. Ce sera entre ce soir, dimanche 20 mars, et dimanche prochain, 27 mars. Rachida. En attendant, tonton. 15 000 militants, 7 000 élus de gauche. Avec tout ce monde, François Mitterrand peut avoir le sourire. Symboliquement, les élus socialistes présents ont signé des déclarations de soutien aux candidats. Ce matin, le Bourget a voté massivement pour le président de la République. Le président qui a pratiquement mis fin au suspense sur sa candidature dans un message appelant au rassemblement des Français. Et il me semble percevoir ce que vous voulez me dire aujourd'hui pour demain. J'ai assumé ma charge aussi éloignée que possible des querelles et des compétitions où d'autres se complaisent. Mais les échéances fixées par la Constitution approchent. Fidèle à mes idées, à nos idées, je veux aussi, parce que c'est mon devoir et parce que c'est ma conviction, que les Français s'unissent pour gagner les enjeux que l'histoire leur propose avant la fin du siècle. Quelle sera ma place dans ce nouveau combat pour la France? Je ferai connaître au pays ma décision cette semaine. Sachez, quoi qu'il advienne, que j'aurai reçu de vous le plus beau des messages, amitié et confiance. Fin du message et début de la vraie campagne. Lionel Jospin et Pierre Mauroy ont dit leur certitude que seul le président pourra rassembler les Français. Aujourd'hui, il fallait être sourd et aveugle pour ne pas comprendre que la question de la candidature ne se pose plus. Un dernier signe qui ne trompe pas, tout le monde est reparti tranquillement, sans explosion de cris, comme si personne à gauche ne doutait plus que François Mitterrand retournerait bel et bien au combat. Bref, pour le PS, il n'y en a qu'un, c'est Mitterrand. Ce suspense qui n'en est plus vraiment un donc, mais qui dure toujours tout de même, n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, du goût de M. Jacques Chirac, qui le juge inconvenant par rapport aux Français. Il l'a dit clairement devant plusieurs dizaines de milliers de militants du RPR réunis à Vincennes. Mais le Premier ministre n'était pas la seule vedette sur la scène. Jean-Louis Le Senne. J'aimerais dédier cette chanson à Jacques Chirac. Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. Selon les spécialistes du comptage, tous plus experts les uns que les autres, il y avait cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes de 80 à 120 000 personnes. 20 000 mètres carrés bondés à l'intérieur, les tribunes à l'extérieur prises d'assaut. Fini les groupes folkloriques du matin, fini aussi les discours de bienvenue pour chauffer une salle qui ne demandait pas mieux. Fini le spectacle complet offert par un Johnny Hallyday au mieux de sa forme. Et maintenant, je vous laisse entre de bonnes mains, a-t-il conclu. Jacques Chirac n'en demandait pas tant. Un thème, le rassemblement des Français. Un constat, son bilan. Une cible, le futur candidat socialiste. L'attente ne m'empêche pas de dormir. Connaître ou ne pas connaître le nom du candidat socialiste, après tout, qu'importe. Puisque nous sommes, en tout cas, certains que le Parti socialiste en présentera un.
À tout le moins, peut-on souhaiter que son nom arrive à temps pour être imprimé sur les bulletins de vote. L'important, finalement, voyez-vous, ce n'est pas son visage, c'est son projet. Et Jacques Chirac, candidat Premier ministre, prêt à affronter au cours d'un face-à-face le candidat président, dégrainer 10 questions précises et volontairement pièges, par exemple sur le retour éventuel du scrutin proportionnel, sur le grand service laïque d'éducation ou encore sur les lois sécurité et immigration. Pas un mot sur Raymond Barre. Jacques Chirac s'est attaché une fois de plus à glorifier l'union de la majorité qui le soutient depuis 2 ans. Un point, c'est tout. Raymond Barre, lui, termine son voyage aux Antilles par la Martinique. Pour se démarquer de Jacques Chirac et continuer d'attaquer François Mitterrand, eh bien, l'ancien Premier ministre exploite l'un des slogans qui figure d'ailleurs sur ses affiches. Moins de promesses, plus d'espoir. Une critique qui vaut indifféremment d'ailleurs pour M. Chirac et Mitterrand. Roland Sicard. Mauvaise surprise pour Raymond Barre hier à Fort-de-France, le comité d'accueil n'avait rien de folklorique. Une manifestation qui, selon ses organisateurs, n'avait pourtant rien à voir avec l'arrivée du député de Lyon. La Martinique est depuis plusieurs semaines secouée par des conflits sociaux. Raymond Barre n'a d'ailleurs pas eu à rencontrer les manifestants. Un hélicoptère avait été prévu pour l'emmener au centre-ville et là, les sympathisants l'attendaient. Un Raymond Barre qui, aux Antilles, cherche visiblement à modifier son style. Plus détendu sur le terrain, plus dur avec ses adversaires, le député de Lyon, distancé dans les sondages, cultive sa différence. C'est facile de faire des promesses pendant une période électorale. J'arrive et je vous dis, faites-moi confiance, vous aurez de l'argent, vous aurez des quantités de choses qui vous feront plaisir, et puis vous allez voir, votre situation va changer. Moi, je ne vous dis pas ça, parce que je connais quelles sont les réalités. L'allusion est claire, alors que Jacques Chirac annonce des bonnes nouvelles, comme par exemple la réduction du déficit budgétaire, Raymond Barre, lui, répète que les lendemains seront difficiles. À 5 semaines de l'élection présidentielle, le député de Lyon n'hésite plus à lancer des piques. Jean-Marie Le Pen au forum RMC FR3. À la question « Quel est votre véritable adversaire finalement ?» ou « adversaire prioritaire ?» eh bien le président du Front National répond. Je crois que c'est François Mitterrand. Si toutefois le jeu de Colin-Maillard ou de cache-tampon va connaître cette semaine une fin et que ces espèces d'affêteries, les uns diront puériles, les autres diront séniles, qui actuellement représentent l'attitude du président de la République, auront pris elles aussi fin. Alors c'est lui bien sûr, parce que c'est à lui, à sa candidature, que la mienne est alternative. Puis enfin, le candidat communiste André Lajoigny appelle à la mobilisation contre la politique d'austérité menée selon lui aussi bien d'ailleurs par le gouvernement actuel que par les socialistes qui l'ont précédé. Et à propos d'éventuelles consignes de vote au second tour, M. Lajoigny affirme que les dispositions seront prises le moment venu, mais de toute façon, dit-il, eh bien, les candidats présents au second tour, M. Barre ou Chirac et M. Mitterrand, sont d'accord sur l'essentiel. À l'étranger, pour la première fois, un soldat israélien a été tué depuis le début des manifestations dans les territoires occupés. C'était le 8 décembre dernier, le 8 décembre 1987. Ce militaire a été abattu par balle alors qu'il était en opération dans la ville de Bethléem. Charles Anderlin. Ces images ont été tournées quelques instants après l'attaque. Le soldat, un réserviste de 28 ans, a été touché d'une balle en pleine tête. Son camarade tire en l'air pour alerter le secteur. Un civil israélien donne les premiers soins au blessé qui est dans le coma. Il décédera à l'hôpital 2 heures plus tard. Les renforts arrivent, le quartier est bouclé, le ratissage commence. Des suspects mais aussi des témoins éventuels sont appréhendés. Il y a des dizaines d'arrestations. Yitzhak Rabin, le ministre de la Défense, vient faire le point avec les chefs de l'armée. Non, estiment les généraux, il est encore trop tôt pour parler d'une escalade dans le soulèvement palestinien. Ces dernières semaines, des soldats et des civils israéliens ont été attaqués avec des armes à feu. Le hasard a voulu que ces embuscades ne fassent que des blessés. Il n'empêche, et les Palestiniens ne s'y trompent pas,
L'attaque de Bethléem va encore faire monter la tension. La situation est très mauvaise, elle empire de jour en jour, personne ne sait quand cela va aller mieux. Tout cela alors que côté israélien on assiste à un durcissement. Depuis quelques jours, les soldats ont l'ordre de tirer sur les Palestiniens qui les attaquent au cocktail Molotov. À Belfast, en Irlande du Nord, où l'on a atteint hier le comble de l'horreur, il est établi formellement que les 2 soldats britanniques ont été lynchés puis abattus par balles. Double exécution donc revendiquée officiellement par les terroristes de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. À Londres, Mme Thatcher, le Premier ministre britannique, s'est déclaré ulcéré et profondément choqué par cet attentat. Pour autant, on ne voit pas bien comment l'ensemble du dispositif militaire britannique en Irlande du Nord pourrait mieux contrôler cette situation. Philippe Arroy. Cette photo, terrible. Un prêtre tente de ranimer l'un des 2 soldats en train de mourir. Un instant après, un homme masqué et armé pousse le prêtre et achève le blessé. Stupéfaction et condamnation du monde entier face à cette scène de lynchage dans une rue de Belfast. L'enquête tentera de dire ce que faisaient les 2 militaires à cet endroit. D'après l'armée, ils n'avaient aucune mission. Ils rentraient à leur caserne. Par une route peu directe et surtout peu sûre, doit-on constater. L'IRA, qui revendique leur exécution, les a identifiés comme des hommes des services spéciaux en activité de surveillance. Donc des ennemis, comme toutes les forces britanniques que l'IRA veut bouter hors d'Irlande par tous les moyens. Lorsqu'en 1969, Londres envoie des soldats en Irlande du Nord, il s'agit d'éviter un bain de sang entre catholiques et protestants. Mais depuis 1969, on compte dans la province plus de 2600 morts, dont 1800 civils. Certains se demandent si la présence de l'armée est vraiment nécessaire. L'affaire n'est pas simple, et on l'a bien vu ces jours derniers à propos de la présence ou non des forces de l'ordre aux obsèques des membres de l'IRA. Le 5 mars dernier, lors d'un enterrement, présence massive. Cela se termine par un pugilat. Sympathisants de l'IRA et policiers se rejettent la responsabilité de la provocation. Changement de tactique pour les obsèques des 3 de Gibraltar, mercredi dernier, aucune présence policière. On a vu le résultat, après une procession calme et digne, un carnage dans le cimetière par un tueur manipulé par qui? Le départ des forces britanniques, voire la réunification de l'Irlande, ne pourrait se faire que si les 2 communautés, catholiques et protestants, sont capables de vivre ensemble. Les événements de ces derniers jours, voire de ces derniers mois, prouvent qu'il n'en est rien. Trop de haine sont encore présentes dans les esprits. Cela dure depuis 20 ans et ce n'est pas fini. Haine, injustice, violence, ces 3 mots valent pour les événements d'Israël et d'Irlande du Nord dont nous venons de parler. Ils valent également pour l'Afrique du Sud. Haine, injustice, violence. C'est le thème choisi par le célèbre cinéaste Richard Attenborough, dont le film Cry Freedom, Cri de la liberté, sort cette semaine à Paris. C'est un film réel, un film reportage sur l'amitié entre un journaliste blanc sud-africain et un leader indépendantiste noir, Stephen Biko, mort au service de son combat. S'il y avait une morale à cette histoire, elle pourrait être la suivante: les nations, les groupes s'affrontent, les hommes, individuellement, eux, parviennent à se comprendre. Nicole Cornu-Langlois. Tourné au Zimbabwe, ce film réquisitoire évoque la vie et la mort de Stephen Biko à travers le récit du journaliste Donald Woods, devenu son ami et qui dut passer les frontières pour publier la biographie de ce militant noir devenu symbole de l'injustice et de la cruauté de l'apartheid en Afrique du Sud. Une situation que connaît encore sa femme. Elle a aidé le réalisateur. Le film est absolument réaliste, absolument vrai. Il n'y a aucune fiction, pas de dramatisation, totalement vrai. Les scènes de foule, comme les funérailles de Stephen Biko ou l'émeute de Soweto, ont été scrupuleusement reconstituées à l'aide de documents d'archives et avec des milliers de participants recrutés sur place. Stop right there. This is an illegal gathering. I'm giving you 3 minutes to disperse. Go home. Go home. Le Zimbabwe ayant des frontières communes avec l'Afrique du Sud, l'équipe de tournage dut être constamment protégée pour échapper aux menaces. Je crois que sans les journalistes, sans leur volonté de rendre compte des faits, cette situation horrible, obscène, continuerait aujourd'hui en Afrique du Sud.
Il n'y aura pas de solution en Afrique du Sud sans les journalistes. Mais ces images sont de la fiction, car depuis l'état d'urgence de 1986, il est interdit de filmer des reportages en Afrique du Sud. Panama, le général Noriega n'en finit pas de partir, pourrait-on dire. Pour l'instant, les pressions américaines n'ont pas suffi. En échange de son départ, Washington renoncerait à son inculpation dans une affaire de trafic de drogue. Mais le général Noriega voudrait avant son départ pouvoir désigner son successeur à la tête des forces armées de son pays. Amérique centrale encore, à la frontière entre le Honduras et le Nicaragua, la situation est toujours confuse. Y a-t-il vraiment des forces armées venues du Nicaragua à l'intérieur du territoire du Honduras? Oui, affirme Washington, qui s'appuie sur cette incursion pour justifier l'envoi de ses troupes là-bas. Le président Reagan allant même plus loin, puisqu'il déclare « Si le Congrès américain n'avait pas refusé ses crédits à ceux qui combattent contre le régime de Managua, nous n'en serions pas là aujourd'hui ». Nouveau scandale de l'espionnage en Allemagne fédérale. Une secrétaire d'un ministère qui avait également, entre 1974 et 1977, travaillé à la chancellerie d'Allemagne de l'Ouest, a été arrêtée pour avoir transmis des documents importants et secrets en Allemagne de l'Est. Ce n'est pas la première affaire du genre, loin de là, les services secrets est-allemands ayant mis sur pied une sorte de, je dirais, de brigade spéciale composée de jeunes hommes triés sur le volet, dont l'une des qualités principales doit être le pouvoir de séduction. Gilles Rabin. C'est de cette ambassade du RSS à Bonn que partent en chasse les fameux donjons de l'ombre qui séduisent jusqu'à la trahison les très vulnérables secrétaires de ministres ouest-allemands. Ces agents secrets playboy ont toujours le même profil. Jeunes officiers des services secrets de l'Est, ils ont pris l'identité d'un Allemand de l'Ouest et se sont fondus dans l'anonymat des citoyens ordinaires. Leurs proies sont elles aussi toujours les mêmes, des provinciales, montées à Bonn, secrétaires promises un brillant avenir, célibataires, la quarantaine pas très belle, perdus dans la solitude de la capitale ouest-allemande. Bonn compte 30 000 secrétaires dans ses ministères, dont 10 000 vivent seuls, sans attache familiale ni amis. En 7 ans, une dizaine de secrétaires de ministres sont tombés par amour dans l'espionnage. Grâce à elles, les pays de l'Est savent tout, ou presque, des secrets de la politique étrangère ouest-allemande. Sur le bureau d'Elke Falk, la secrétaire espionne, arrêtée vendredi dernier, passait tous les jours les rapports du BND, les services secrets allemands. Une véritable calamité s'est abattue sur l'Algérie. Des hordes de criquets mettent en péril des dizaines de milliers d'hectares, à tel point que le gouvernement algérien a fait appel à plusieurs pays étrangers pour lui fournir une assistance. Jacques Violet. Difficile à imaginer. Ces essaims peuvent compter jusqu'à 2 milliards d'insectes et s'étendre comme un nuage sur des dizaines de kilomètres carrés, comme ici en Afrique noire en 1986. Chaque criquet mange son propre poids par jour, 2 grammes. Multiplié par le nombre de bestioles, un essaim peut détruire jusqu'à 10 tonnes de végétaux en 24 heures. Ces colonies se déplacent poussées par les vents. Venue du nord de la Mauritanie et du Sahara occidental, cette invasion menace tous les pays d'Afrique du Nord, mais c'est l'Algérie qui est aujourd'hui la plus touchée. Plusieurs dizaines de milliers d'hectares de culture sont dangereusement menacés. Les zones les plus touchées ont déjà été traitées aux pesticides par pulvérisation. Une trentaine d'avions et d'hélicoptères participent à ces opérations. Mais les pluies et l'humidité, favorisant l'éclosion des œufs, les criquets se reproduisent rapidement, ce qui risque de compliquer considérablement la lutte contre ce fléau. En bref, situation toujours bloquée à Calais et à Dieppe, les 2 ports français. Les marins français qui assurent le trafic entre le continent et l'Angleterre pour le compte de la société Sealink sont toujours en grève. Les camions et les passagers, bien entendu, sont déviés vers les ports de Normandie ou vers la Belgique et la Hollande. Et puis à partir de demain, je vous signale, demain matin, augmentation du prix des visites des médecins. Pour les généralistes, le tarif à domicile lorsqu'ils se rendent chez vous passe de 85 à 95 francs. Visiblement, on l'a vu tout à l'heure, au moins le printemps a une vertu dynamisante sur nos hommes politiques. En effet, 1988 étant une année bissextile, le premier jour du printemps tombe aujourd'hui, dimanche 20 mars, et non le 21 en année normale.
Plus sérieusement, et avant de voir d'autres titres de l'actualité, eh bien sachez que les changements de saison, les passages de l'automne à l'hiver, du printemps à l'été, ont des conséquences réelles sur notre comportement et notre santé. Alain Labousse. La période la plus mauvaise pour l'individu, c'est 3 semaines avant et 3 semaines après l'équinoxe du printemps. Et là, on se sent pas bien. Ah, complètement à plat. Oui, oui. Tous les ans, c'est pareil? Oui, tout le temps. Tout le temps, c'est comme ça. Pourquoi c'est dû? Changement de saison. Je fais comme une espèce de petite... je sais pas, ça met une petite dépression comme ça le printemps, mais me rend triste. Printemps trompeur qui chaque année fait croire que tout le monde l'attend. Visiblement, certains auraient plutôt tendance à redouter son arrivée. Le plus souvent pour raison de simple fatigue ou d'énervement incontrôlable, mais aussi parfois du fait de pulsions plus dangereuses. Le nombre de dépressions graves est maximum au printemps et en automne. Pour certains scientifiques, il s'agirait là de phénomènes saisonniers parfaitement prévisibles. Nous sommes soumis, comme tous les êtres vivants, à des variations cycliques sur l'année. Et par exemple, nous avons les bourgeons qui sortent actuellement, et c'est une période fragile pour eux. On sait bien que c'est un moment où le gel peut les attaquer définitivement, pour l'année. De même pour nous, moi je suis très enrhumé aujourd'hui, et c'est un moment où mes mécanismes immunitaires sont un peu déficients à cause de ce changement, et les virus en profitent. Alors je crois que ce qu'il faut, c'est bien voir que nous suivons un système cyclique sur l'année qu'on peut représenter par une sinusoïde, et que ici vous avez l'hiver, ici l'été, et le changement ici. Les deux périodes les plus difficiles au point de vue nerveux sont le printemps et l'automne. Il y a évidemment d'autres facteurs, comme par exemple le fait qu'il va y avoir des pollens et que vous allez avoir des maladies allergiques, qui donc dépendent des conditions environnementales, ou bien encore que la variation thermique va faire que votre énergie va être différente l'hiver et l'été, et la lumière change, nous y sommes sensibles aussi, et notre système endocrinien y réagit. Alors que faire pour passer sans trop de dégâts d'une saison à l'autre? Puisqu'il semble impossible d'intervenir directement sur nos rythmes internes, il reste pour y arriver à modifier ce qu'il y a autour. Par exemple, les vacances. Selon certains spécialistes, elles trouveraient mieux leur place en hiver qu'en été. Oui, ben moi je vous laisse ma place. Alors peut-être, après tout, y a-t-il un rapport inconscient entre le printemps et le reportage qui va suivre, puisqu'il s'agit de la nouvelle revue du Moulin Rouge, l'un des plus célèbres cabarets français dans le monde, et dont les spectateurs d'ailleurs sont en majorité des touristes, mais il n'y a pas de raison que vous soyez privés de ce spectacle. Jérôme Camini. Spectacle acidulé comme un bonbon anglais, gourmandise qui se déguste en 120 minutes, 24 tableaux et 70 danseuses pour la plupart anglaises. Les danseuses ont entre 18 et 25 ans, plutôt dévêtues que vêtues de plumes de cygne, de strass et de paillettes. 1000 costumes en tout, légers comme l'air, pour 85 danseurs, chanteurs et 17 musiciens. 3 crocodiles, un boa et un cheval cascadeur. Au Moulin Rouge, on ne recule devant rien. Un spectacle qui ne donne pas la migraine, sauf à ses producteurs, puisqu'il leur a coûté 50 millions de francs. Est-ce que tous les soirs, pour vous, c'est la fête? Ah, tous les soirs. Tous les soirs, c'est la fête. Ça, je peux pas dire. Vous vous occupez de combien de jolies filles? Moi, je m'occupe de 16 jolies filles. Bah, c'est pas mal. Les filles sont fantastiques, mais surtout ne le dites pas à ma femme. Ouais, elle croyait que j'étais un rendez-vous d'affaires. Eh bien, il y avait un tiercé qui se courait cet après-midi et il a fait gros ce tiercé parce que le vainqueur était coté 100 contre 1. Et ça donne comme résultat, pour ceux qui ont joué le 12, donc ce fameux 12, le 4 et le 14, 34 564 francs dans l'ordre.
Et pour ce qui concerne le quartet, il fallait ajouter donc le 3, ça rapporte 309 447 francs. C'est bien payé pour un tiercé et pour un quartet. Ce soir, tout de suite après ce journal, une émission spéciale présentée par Jean-Marie Cavada et intitulée, vous le savez, on vous en a déjà beaucoup parlé, « Enfants mal aimés, la loi du silence ». Un cri d'alarme qui concerne 50 000 enfants français maltraités chaque année dans notre pays. Des sévices parfois, des crimes également, des crimes souvent ignorés parce que leurs auteurs et leurs victimes également éprouvent la même honte d'une certaine façon. Exemple, ce témoignage que vous entendrez ce soir, le récit de cette femme. Écoutez-la. Danielle était mon institutrice lorsque j'avais 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas revus en fait. Elle est aujourd'hui directrice d'école. Et est-ce que tu te souviens de, bon, quand j'étais dans ta classe? Un jour, Yvan rentre à la maison en disant, tu sais maman, Corinne m'a parlé, elle m'a dit quelque chose de bizarre, elle m'a dit quelque chose de très bizarre, elle m'a dit que son papa lui avait fait un bébé. Alors là, si vous voulez, j'ai eu un choc, un choc terrible. Je dis mais c'est pas possible, enfin qu'est-ce qu'elle est allée te raconter? Je sais qu'elle a beaucoup d'imagination, qu'elle fabule, mais à ce point-là, elle va un peu trop loin. Surtout qu'Yvan était très naïf par rapport à Corinne, qui était déjà une petite fille très mûre par rapport aux autres. Donc j'ai dit à Yvan, tu diras à Corinne qu'elle vienne me voir le prochain samedi, il faut absolument qu'elle vienne. Et Corinne est venue donc me voir à 11h30. Et là, je l'ai prise à part dans le bureau, dans la classe. Je lui ai dit, écoute, mais Corinne, tu as dit ça, Yvan, il faut que tu t'expliques. Et c'est là qu'elle m'a tout avoué. Comment elle vous avoue? Elle me dit, ben, mon papa couche avec moi. Et il m'oblige à coucher avec moi. Ce soir donc, tout de suite après ce journal, à 20h30, Enfants mal aimés, la loi du silence, une émission spéciale sur Antenne 2. Le dernier journal tout à l'heure en fin de programme, c'est Philippe Gassot qui vous le présentera avec ce soir un dossier sur la thalassothérapie, cette médecine douce par l'eau. Et puis demain matin, Télématin, les 4 vérités, l'invité sera Dominique Jamais, ce journaliste qui a choisi de voter François Mitterrand et qui l'explique, journaliste de droite qui a choisi de voter François Mitterrand et qui l'explique dans un livre qui sort justement demain en librairie. Et puisque c'était le jour du printemps, aujourd'hui, 20 mars, on vous a expliqué, année bissextile, 20 au lieu du 21, eh bien j'ai choisi de vous offrir un bouquet de fleurs. Vous êtes environ 9 millions, un peu plus de 9 millions à nous regarder chaque soir. Je n'ai qu'un bouquet pour vous tous. Eh bien le voici, à vous, à celui qui pourra de l'attraper. Bonsoir.